Expo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Mon invité du jour rêvait depuis tout petit de devenir pilote de ligne. Et si aujourd'hui il n'a pas la casquette de commandant de bord, il est de ces hommes qui savent s'envoler très haut tout en gardant les pieds sur terre. Alors qu'il était encore en prépa, il prend son envol et monte sa première entreprise avec succès. Lors de son service militaire, dans les paras bien entendu, il manage des opérations sensibles et ensuite il pilote des projets en jeu chez Oracle, Salesforce, etc. Le reste de sa carrière alterne entre vol piqué, décollage à la verticale et zone de turbulence. Et comme tout bon pilote, il sait quand il le faut jouer la sécurité et assurer la stabilité sur son vol. Aujourd'hui, il est à la tête de WebMécanique, un escadron de haut vol qui figure parmi les meilleurs logiciels de marketing automation en France. Il a même récemment créé la première académie de formation certifiante dédiée à cette approche. Bref, accrochez vos ceintures, on décolle. Bonjour Stéphane. Bonjour Cindy. Alors cette présentation ? Super, très belle présentation, magnifique. Merci, alors on est là ensemble pour parler de management et je voulais que tu nous parles de tes premières expériences en tant que manager. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, moi, ma première expérience de manager, alors j'en avais pas conscience à l'époque, mais c'est l'école primaire. Et j'avais un enseignant, Gilles Caillat, je m'en souviens encore de son nom, que j'ai eu pendant 2 ans, CM1, CM2. Et j'en ai retiré des leçons beaucoup plus tard dans ces études. Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y a une première chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était la confiance. La confiance, non pas comme une posture, mais comme un acte. Et je pense à quelque chose de très bête, mais qui me faisait très plaisir. Il me demandait d'aller chercher son journal dans sa voiture. Alors, pour 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est une vraie mission pour moi. Il fallait aller derrière l'école, il fallait sortir de l'école d'ailleurs. Donc, j'avais l'autorisation à une heure où normalement on ne devait pas sortir des portails, d'y aller. Il me donnait la clé de sa voiture. Je l'ouvrais, je pouvais faire ce que je voulais dedans. Et comme j'étais passionné de bagnole à l'époque, je touchais tous les boutons. Et je lui ramenais son journal. Alors, je ne sais plus s'il le faisait qu'avec moi ou s'il le faisait avec d'autres. Ouais. Je veux bien croire qu'il le faisait aussi avec d'autres. Mais n'empêche que je le voyais comme quelque chose de valorisant pour moi. C'était une vraie mission. Et Dezio, il avait une confiance totale. Il me donnait les clés. Donc c'est plus qu'un symbole, donner les clés. Oui. La deuxième chose pour laquelle qui m'a inspiré plus tard, c'était à un moment donné le débrouille-toi. Et je l'avais pris en pleine face à l'époque, pas forcément très agréablement. Je me souviens qu'il y avait un camarade de classe qui, pour une raison dont je ne me souviens absolument plus, m'avait tordu le bras. Et j'étais allé me plaindre auprès de mon maître en me disant un tel m'a tordu le bras. Et il m'avait dit écoute, t'as qu'à lui tordre dans l'autre sens. Et j'étais reparti penaud avec ce conseil que je n'avais pas forcément très bien compris sur le moment, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. C'est en gros écoute, vis ta vie, c'est pas si grave que ça et débrouille-toi, affronte ton destin et tu apprendras tout simplement. Ouais. C'est assez original quand même de dire que notre premier manager c'était notre maître d'école. Ouais, mais c'est quand même une expérience incroyable d'avoir 30 personnes à temps plein toute l'année devant soi. C'est toujours les mêmes. L'école primaire, je pense que c'est assez spécial d'être maître d'école. Et il y a des belles leçons de vie. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui on passe encore plus de temps qu'avec ses propres parents pendant cette période-là. Et donc la confiance, la proactivité un petit peu, le fait de se centrer sur ce qui dépend de nous et voilà, de se débrouiller par soi-même. En fait. Il y a 2 choses, en fait, c'est bien la confiance dans les 2 cas. C'est-à-dire dans le premier cas, c'est je te fais confiance, je te donne les clés avec une mission et tu te débrouilles pour la mener à bien et j'ai confiance en toi. Et la deuxième, c'est aie confiance en toi, fais-toi confiance et donc affronte les choses, ne compte pas sur les autres pour résoudre tes problèmes. Et je crois que ta seconde expérience en tant que manager dont tu m'as parlé en préparant cette émission, c'était ton expérience à l'armée. Du coup, qui était une expérience de management qui était assez dingue pour toi. Oui, enfin, même les expériences, moi, j'ai jamais rencontré autant d'hommes et de femmes. Alors, à l'époque, il y avait quand même moins de femmes, mais je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Mais d'une telle exemplarité. Quand on parle d'exemplarité des élites, moi, je l'ai vraiment vu. À tous les échelons, des sous-officiers. Moi, j'étais jeune lieutenant parce que j'ai fait les EOR. Donc, je fais 4 mois de Aquatquidan. On m'a appris quelques rudiments. Et après, on m'a mis en régiment, mais à la limite, qu'on soit EOR ou d'active, on fait des choses assez similaires. Et surtout, on est considéré de la même manière. Donc, aussi bien des sous-officiers que des officiers supérieurs, etc., j'ai trouvé une exemplarité vraiment dans l'attitude des gens, dans la durée. Peu de show-off, c'est-à-dire peu de démonstration, à part les moments des défilés où tout le monde met son plastron, toutes ses médailles, et donc on apprend à lire les médailles, comme ça on sait qui a fait le Liban, qui a fait... bon bref,
toutes les OPEX. Moi, évidemment, j'avais strictement rien, donc t'es à poil. Et là aussi, il faut apprendre très très vite une forme d'humilité, mais qui est aussi, pour être efficace, c'est faire confiance dans les gens dont c'est le métier, peu importe leur grade. Et donc, la fonction prime toujours le grade, ça on vous l'apprend, et c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un d'un grade inférieur, s'il a une fonction et que cette fonction il prime sur tout le reste à ce moment-là, il vous commande. Et donc, vous donnez une ressource. Peu importe votre grade, vous donnez une ressource pour les autres. Ça, je le retiens pour l'entreprise tous les jours. Tous les jours, je me mets au service de mes collaborateurs et je suis une ressource. À partir du moment où quelqu'un a le leadership, il a le leadership, point. Et donc, à partir de ce moment-là, tu l'as vécu, ce que tu as travaillé avec nous, sur le projet justement d'académie dont tu as parlé, Delphine Soro avait le leadership, elle l'a toujours, c'est elle la patronne sur ce projet. Tout patron que je suis, d'un point de vue personne morale, si elle a besoin de moi pour exécuter quelque chose, ne serait-ce que relire un scénario, ou regarder une vidéo et faire des commentaires, je le fais. Ok, très bien. Et c'est intéressant justement, et comment tu fais pour traduire cette exemplarité ? Tu as donné 3 éléments de confiance, donc la confiance, responsabiliser les équipes, leur donner les moyens de réussir, leur donner confiance en eux, et l'exemplarité, comment tu fais toi aujourd'hui en tant que manager, inspiré de tes expériences, pour transmettre ça à tes équipes concrètement ? Déjà, l'exemplarité, c'est justement ce que tu fais au quotidien, donc d'être conforme à tes valeurs. Pas toujours si simple, des fois tu te fais rattraper par tes peurs, qui fait que tu as un comportement qui dissonne un petit peu par rapport à ça, mais déjà s'en apercevoir, c'est déjà savoir quelles sont ses valeurs, et c'est savoir le percevoir et éventuellement derrière aller s'en excuser ou aller s'en expliquer, c'est une bonne forme d'attitude. Et puis j'avais un capitaine aux ER qui disait bien faire, laisser braire. Sous-entendu, quand les autres commencent à vous critiquer, les haters comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux, etc., à un moment donné tu laisses tomber, c'est pas grave. En revanche, il disait, et je l'ai retenu, tu notes sur un petit carnet, comme ça si la personne un jour qui fait mal, tu dis rien, c'est pas grave, tu vas lui dire gentiment et avec bienveillance pour qu'il apprenne, etc. Mais ce jour-là, si cette personne-là un jour t'emmerde, tu ressors le petit carnet. Toujours noter, prendre note. Mais bien faire, laisser braire, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu fais les choses bien, enfin en tout cas, comme je dis, comme pour élever ses enfants avec amour, après tu peux te tromper, on n'est pas parfait, mais en tout cas tu fais les choses avec une bonne intention, ça se ressent, et par capillarité ça va se ressentir, et c'est ça le management. Je pense que c'est d'abord essayer de faire au mieux avec soi-même. C'est vrai quand on élève des enfants, c'est vrai dans le management, c'est vrai dans plein de choses. Et par capillarité, j'allais dire, les autres, à un moment donné, vont se mettre sur le même mode ou vont partir. Donc à un moment donné, tu n'attires plus les mêmes gens, les gens pour qui c'est pas conforme à leurs valeurs à eux, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise valeur, c'est juste être raccord avec les valeurs, vont partir, vont s'éliminer d'elles-mêmes, ne vont pas venir à toi, et ne va rester autour de toi que des gens qui partagent les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que ce soit des clones, loin de là, des gens qui ont des compétences différentes, des gens qui ont des envies différentes, des rêves différents, mais qui ont des valeurs qui s'assemblent. Et ça, c'est essentiel pour affronter les problèmes ensemble. C'est-à-dire que les problèmes dans la vie, il y en a toujours. Toujours. Quel que soit le projet, il y aura des problèmes. La vie sans problème n'existe pas. Notre travail, c'est de gérer des problèmes, de toute façon. Tout dans la vie, peu importe. La vie est évidemment seulement de problèmes. Et toute la beauté de la vie, c'est de les affronter. Et les affronter, non pas tout seul, mais les affronter ensemble. Et pour ça, il faut avoir des valeurs communes. Et ça aussi, l'armée est très forte là-dessus pour formater les gens avec un ensemble de valeurs. Après, on y adhère pas. Formater des groupes qui, a priori, ont des origines très différentes, des conditions physiques très différentes, des appétences et des compétences très différentes. Et là, on arrive à créer une forme d'homogénéité qui est assez remarquable en très très peu de temps. Et sur le simple fait qu'on sait que le jour où on part au NOPEX, ce jour-là, vous ne savez pas qui va vous sauver la vie, en fait. Ça peut être n'importe qui dans le groupe. De la même manière qu'il va peut-être falloir remplacer au pied levé quelqu'un pour assurer bien la mission au pied levé aussi. Donc tout le monde est important. Et c'est là où on prend conscience que tout le monde est important. Ok, super. Et tu me disais aussi pendant la préparation de cet épisode que ce qui était assez fou pour toi, c'est quand tu es passé en fait de l'armée justement, où tu avais des responsabilités managériales, de piloter plusieurs cinquantaines de personnes, enfin je sais plus exactement le nombre, voilà, une trentaine de personnes, mais enfin c'est pas mal, c'était déjà à tout jeune, à entrer dans une entreprise et que finalement on te dise ton giron ce sera peut-être 1 ou 2 personnes parce que tu commences en fait. Oui, voire 0 d'ailleurs, parce que j'ai commencé comme commercial chez Oracle et je ne gérais que moi-même, donc c'était déjà pas mal. Oui, c'est vrai que c'est un choc, c'est un choc. Moi j'étais allé chez Oracle pour apprendre d'autres choses, donc ça m'allait très bien, je savais pourquoi je venais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après, je trouve que effectivement c'est la différence entre avoir confiance et faire confiance.
Dans des univers comme l'armée, on vous fait confiance. C'est-à-dire qu'on vous donne du matériel. Je sais pas, si vous êtes dans la cavalerie, on va vous donner une section avec des chars, quoi. Des chars, ça vaut quelques dizaines de millions d'euros chaque. La vie des gens. Moi, j'étais dans les paras. Il y a un moment donné, vous êtes chef d'avion, vous avez la responsabilité légale, pénale des gens. Au-delà de ça, il y a quand même l'amitié qui vous soude et vous n'avez pas trop envie qu'ils se fassent non seulement dessouder, mais en plus même qu'ils aient un accident, ne serait-ce que de parachute, sans parler de balles. Et tout d'un coup, vous êtes dans un univers où, un univers d'entreprise, rien que le recrutement déjà, il faut prouver que vous avez fait 10 fois ce qu'on va vous demander de faire pour la 11e fois. On vous demande des preuves de tout. Et il y a toujours ce discours de la confiance, mais en fait, j'ai rarement des preuves de confiance. Alors qu'en fait, on vous demande souvent d'exécuter des choses préformatées. Et à la limite, ça prépare jamais des gens à être autonomes et à prendre des décisions seuls. Et je trouve que c'est ça qui est dommage dans le management, parce qu'après, on construit les futurs cadres sur ce mode-là. Et les futurs cadres sont souvent des purs exécutants qui sont terrorisés par la prise de décision parce que finalement, s'ils ont été formatés à la prise de décision, c'est pas dans l'entreprise, c'est ailleurs. Et alors, comment tu fais justement avec tes équipes pour... tu as des managers aussi, tu manages des managers. Comment tu fais pour leur transmettre ça, justement, cette notion de vas-y, fais-leur confiance, donnons la chance, recréer peut-être ce que tu as vécu à l'armée qui était plus large et qui offrait une palette de management beaucoup plus importante. De la même manière, c'est-à-dire que par l'exemplarité, c'est-à-dire que comme je leur fais vraiment confiance et faire confiance, c'est-à-dire que je leur laisse les manettes et je ne suis pas là derrière leur dos pour leur dire comment il faut faire, pour vérifier s'ils ont fait comme j'avais l'intuition qu'il fallait qu'ils fassent. En plus, mon intuition, elle est souvent mauvaise. La façon dont ils font est parfois très différente de la façon dont j'aurais fait moi, ou j'aurais voulu qu'ils fassent, et à la fin, c'est bien mieux. Donc, je lâche prise, et j'espère qu'ils referont pareil avec les autres, de la même manière. Et en général, c'est ce qui se passe, parce que c'est ce qu'ils apprécient. Donc, s'ils l'apprécient et qu'ils s'aperçoivent que ça fonctionne avec eux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec les autres, puisque c'est d'abord une question d'attitude, ça ne dépend pas vraiment de comment sont les autres. Donc les deux choses qui sont importantes, encore une fois, c'est avoir des valeurs communes. Et la deuxième chose, on a tendance à répliquer. Moi j'avais appris, c'était un copain qui m'avait dit ça, le premier râteau de management est super important parce que en fait c'est celui qui va formater les autres. Donc celui-là tu peux le contrôler, après tu ne contrôles plus. Donc je leur apprends à ne pas contrôler. C'est intéressant puisque du coup souvent c'est ce qui est le plus difficile en fait, la délégation, de s'intéresser à la vision plutôt qu'au chemin qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif. Alors moi j'ai une facilité avec ça parce que je m'intéresse absolument pas aux détails et je suis très mauvais dans les détails, donc du coup je me concentre effectivement sur le plan large et j'essaie de trouver des gens pour qui adorent en revanche être dans le détail. Et c'est ce qu'est l'armée, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les sous-officiers sont des gens de métier, de détail, dans le sens où ce sont des maîtres d'armes, c'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise d'une fonction, c'est eux qui l'ont. Et les officiers en général ce sont ceux qui doivent avoir la vision, c'est ceux qui vont devoir décider à un moment donné pour faire des choix stratégiques, des choix opérationnels, et donc l'un va parfaitement avec l'autre. Et moi, je m'entoure de gens qui ont des vraies super compétences, parce que moi, j'ai jamais cherché à devenir un expert ni à développer ces compétences. Et si tu avais un conseil aujourd'hui, est-ce que tu as eu des mauvais managers, aussi des gens qui t'ont pas du tout inspiré, où tu t'es dit un jour, je n'ai jamais ressemblé à ça en fait? Ouais, alors je ne vais pas les nommer par rapport à charité, c'est ça. Mais j'en ai eu. Je pense à quelqu'un qui typiquement était dans le middle management, c'est-à-dire typiquement dans ce que je décris tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ne prennent jamais vraiment de responsabilité, qui sont toujours ceinture bretelle, se protègent, en même temps qu'ils prennent une décision, ils la prennent plus pour se protéger que vraiment en vue de s'engager. Et ce non-engagement en fait est super frustrant. Enfin moi je déteste ça. Et oui, j'ai vu ça, des moments, des gens qui s'assurent que quelle décision ils prennent et quoi que vous fassiez vous, ils sont toujours en train de se réassurer vis-à-vis de la pyramide finalement. Et ça, c'est extrêmement frustrant et ça empêche toute initiative. Et je me souviens une fois, une manager qui m'avait rappelé parce que j'avais fait un rendez-vous l'après-midi et je voulais rentrer chez moi parce que j'étais en région parisienne et c'était plus simple pour moi de rentrer chez moi. Elle m'avait dit « Non, tu rentres au bureau ». Et ça devait être 4h30, un truc comme ça, de l'après-midi. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Elle m'a dit, parce que c'est la journée de travail pas terminée, etc. Et en fait, elle voulait me voir, quoi. Il fallait que je sois là, présent, à ce moment-là. Je trouvais ça d'une débilité absolue. Et je pense que c'est ce qu'elle vivait, elle, pour elle-même. C'est-à-dire que pour elle-même, elle devait s'imposer ça aussi vis-à-vis de son propre management. Et donc, elle cultivait ce truc-là, débile, inutile, jamais remis en question, qui ne servait strictement à rien et qui a fait que, alors que j'avais explosé mes objectifs cette année-là, ça a fait partie des trucs qui ont fait que, et on m'avait posé
proposé un poste de management justement à la fin de l'année et je l'ai refusé parce que je me dis mais si c'est ça le management ici, j'en veux pas. Je veux pas devoir subir ça, mais je veux pas non plus devoir l'appliquer aux autres. Donc si c'est ça la règle, je m'en vais. Ça demande un peu de courage de manager finalement. C'est deux façons de manager différentes. Non, je pense qu'on manage les gens qui nous ressemblent en fait à un moment donné et encore une fois on va attirer des gens qui ont les mêmes valeurs ou pas. Et donc je me suis auto-exclu de cet univers voilà, pour les mêmes raisons qu'on attire et qu'on exclut les gens qui ne nous ressemblent pas. Alors c'est pour ça que là on parle de mauvais management, mais j'aime pas trop ce terme-là. À la limite, ça peut correspondre à des gens. Il y a des gens qui adorent arriver à une heure qu'on leur a donnée, repartir à une heure qu'on leur a donnée, ne pas avoir de responsabilité aussi. Je peux avoir de jugement là-dessus. Ça ne me ressemble pas. Donc il faut avoir en revanche l'honnêteté de partir d'endroits qui ne ressemblent pas, même s'il y a tous les attributs du confort, en termes de salaire, en termes de voiture, en termes éventuellement de reconnaissance extérieure. Je sais pas, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent compter à un moment donné dans la vie, et ça n'a rien d'accessoire. Mais il faut faire le tri entre tout ça. Et à 30 ans, c'est pas toujours évident, à 25-30 ans, de faire le tri parfait. Moi, je sais qu'à ce moment-là, ça m'avait quand même assez violenté. C'était un moral pour me dire, mais moi, je veux pas être ça. Et en tout cas, ça t'a construit. Comme quoi, malgré tout, même si on n'est pas dans ce qui nous correspond, ça nous aide à définir ce qu'on a envie d'être. Mais les deux exemples de ce qu'on voudrait être ou de ce qu'on voudrait pas être nous construisent de la même manière. Donc les deux sont importants et heureusement qu'ils existent et heureusement qu'on les rencontre. C'est ça. Alors quel conseil tu donnerais à cette personne si elle est toujours dans ce même mode de management aujourd'hui? Si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Mais là, je ne conseillerais pas. Non, je voudrais pas. On ne change pas les gens. On ne change pas les autres. Ça serait vain de vouloir changer les autres. Donc, donner un conseil, ça voudrait dire quelque part, je voudrais que tu changes. Donc, non, reste toi-même. Mais à partir du moment où tu restes, et cette personne-là, je crois, travaille chez Microsoft aujourd'hui, dans ce même type d'univers, et ça lui va très bien. Donc, j'aurais envie de dire continue. Parce que de toute manière, ces univers-là existent pour une raison. Ces univers-là fonctionnent, mine de rien. Donc, en termes de management, c'est des types de management qui fonctionnent, avec des gens qui leur ressemblent. Donc, non, il ne faut surtout pas casser ce qui fonctionne. Ok, donc il faut être authentique quand on est manager et en phase avec ce qu'on est finalement. Et c'est comme ça qu'on embarque les équipes et des équipes qui nous correspondent et qui partagent les mêmes valeurs. Exactement, dans la durée. Et ces gens-là vont rester dans la durée. Moi, j'ai des camarades qui ont fait des carrières dans ces univers-là. Ils n'ont pas à s'en plaindre. Et si ça leur correspond, très bien. C'est parfait. C'est super parce que je suis une partisane forte en formation, en management, etc. De dire, essayez pas de devenir le meilleur manager, soyez le meilleur de vous-même et essayez d'être juste authentique, ayez la capacité à vous remettre en question. On est juste des gens imparfaits qui managent des gens imparfaits, donc dans des situations imparfaites. Donc de toute façon, la situation de l'idéal n'existera pas. Même si là, on est quand même aujourd'hui, vous pouvez pas le voir, mais on est sur le bord du lac d'Annecy avec Stéphane. Donc je te remercie de ce petit passage dans le van. Au bord du lac. Comme tu le sais, ce podcast s'appelle Tempo et je voulais savoir en fait ce que ça évoque pour toi, le tempo. Pour moi, le tempo, c'est le rythme. Et dans le rythme, il y a la synchronicité. Ce qui est le plus compliqué en musique. Tu fais du théâtre, t'es actrice. Et toi, tu fais de la musique. Ouais. Et le plus dur, c'est pas d'apprendre un morceau par cœur ou d'apprendre un texte par cœur, c'est de le jouer avec les autres. Et donc, c'est là où vraiment c'est synchronicité. Et je trouve que dans le management, c'est la même chose. Jouer une partition parfaite, devenir un expert, finalement, c'est pas si compliqué. En revanche, faire travailler des experts ensemble, ça devient vachement plus. Alors, c'est vrai en sport aussi, faire fonctionner une équipe de rugby ensemble. Moi, j'ai toujours dit, je préfère avoir une somme de gens moyens dans leur expertise, mais qui fonctionnent bien ensemble parce qu'ils ont les mêmes valeurs, que d'avoir des top champions dans chacun de leur domaine, mais avec des valeurs tellement différentes qu'ils vont se marcher sur les pieds, ils vont se tirer dessus. Et finalement, c'est cette mise en musique qui est hyper complexe. Et le rôle du chef d'orchestre, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est un rôle hyper complexe parce qu'il est rarement expert de tous les gens qu'il a en face de lui. Même jamais, enfin s'il le croit en tout cas, il se trompe. Donc quand c'est de la musique, un chef d'orchestre, il est parfois pianiste, il est parfois violoniste, il a eu forcément une formation musicale à un moment donné, mais enfin bon, il connaît pas le triangle et le saxophone en même temps. Et c'est vrai dans le management, on n'est pas expert de tous les métiers. Moi, je suis pas développeur, pourtant il y a des développeurs dans mon entreprise. Et je pense qu'à l'armée, il y a des gens qui n'ont jamais été experts dans tel ou tel domaine. Et pourtant, à un moment donné, il faut manager des gens dont on ne connaît pas le métier. Et ça, cette synchronicité, le tempo pour moi, c'est ça, c'est la synchronicité. Et quand on a atteint la synchronicité parfaite, on le sent. Je sais pas comment le décrire, mais on le ressent émotionnellement au bas du ventre. On se sent léger, tout va bien, et en fait, tout est fluide. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'objectif d'une vie qu'on peut atteindre plusieurs fois dans une vie. C'est comme la colonne d'eau pour un surfeur ou pour un nageur. On le sent quand on est dessus. C'est fluide. D'un coup, tout est facile.
Très bien. Et dernière question, Stéphane, si tu veux bien. Si le management était une chanson, ce serait laquelle pour toi ? Alors déjà, la musique, c'est du management. Encore une fois, puisqu'il faut synchroniser des gens ensemble, à la fois dans le rythme de ce qu'ils jouent, mais aussi dans l'énergie qu'ils donnent. Il faut que ce soit homogène, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent pour que ça crée une forme de magie. Il y a une chanson qu'actuellement j'essaye de retranscrire et de jouer, qui sont les mots bleus, qui est magnifiquement interprétée par Christophe. Chose amusante d'ailleurs, quand elle est sortie dans les années 60, elle a été passée un peu inaperçue, elle a été ressortie à la fin des années 70 et elle est devenue un tube incroyable à ce moment-là. C'est Jean-Michel Jarre qui écrit les paroles, et c'est très amusant de voir comment des artistes que l'on considère de l'extérieur, quand on les écoute ou quand on les connaît par ce qu'ils produisent, complètement différents, arriver à être unis au terme quand c'est fait ensemble. Et on voit que tout est important, du choix des accords, la façon de chanter, d'interpréter est quand même magique par Christophe, et essayer de faire la même chose, c'est complètement illusoire, faut réinterpréter totalement différemment, sinon on n'y arrive jamais. Ouais, les mots bleus, je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'encore une fois, même dans sa temporalité, dans le moment, comment elle est perçue dans les années 60, dans les années 70, aujourd'hui, que Christophe est mort, elle est ressortie, et je trouve que c'est une belle chanson, assez intemporelle et assez magique. Merci beaucoup Stéphane. Merci Cindy. À bientôt. Cet épisode m'a donné envie de donner du rythme à mon management. Pas vous ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.